Bon, alors bonjour Mathias, malgré les tests, bonjour Mathias, bonjour à tous. Je suis Florian Mirop, je suis le responsable marketing des machines neuves de plus de 10 tonnes chez Bergera Monnoyeur. Mathias, et je vais co-animer ce webinaire biocarburant avec Mathias Rançon. Oui, bonjour, bonjour Florian, bonjour à tous. Donc, je suis donc Mathias Rançon, je suis directeur commercial chez Neria. Je suis en charge des activités transport, c'est-à-dire marine, moteur industriel et rail, et également des activités internationales. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, un premier slide un peu pour vous présenter le concept de ce webinaire, pour vous dire que nous avons prévu 45 minutes à peu près de durée totale, avec 30 minutes de présentation co-animée par Mathias et moi, et puis 15 minutes pour se laisser le temps d'échange et de questions-réponses. On va essayer de s'y tenir, mais si vous avez des questions supplémentaires, bien sûr, nous pourrons y répondre par mail après la séance. La session est enregistrée et le support de présentation projeté pourra être envoyé, c'est ce qu'on a mis ici, sur demande. On ne va pas l'envoyer à l'ensemble, mais on pourra le communiquer sur demande. On vous remercie de couper vos micros, c'est notre dernier point pendant la session, mais ça semble être le cas, et de poser vos questions via le chat, parce que nous reprendrons la plupart des questions dans les 15 minutes dernières. Dans la limite du temps imparti, on fera de notre mieux. Et puis encore une fois, on répondra à toutes les questions par mail individuellement. Voilà, donc vous avez le chat à droite, là, c'est cette petite bulle pour poser dans la présentation. Et à la fin, avec Mathias, on essaiera de reprendre la plupart de ces questions. D'abord, un petit mot sur le groupe Monnoyeur, hein, puisque l'entreprise de Mathias, qui est Neria, et la mienne, qui est Bergera Monnoyeur, appartiennent au groupe Monnoyeur. Le groupe Monnoyeur, je vous ai mis ici un petit slide récapitulatif. C'est un groupe familial créé en 1906 qui représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça fait 90 ans qu'on travaille en partenariat avec la marque Caterpillar, qui est le leader mondial dans les machines de construction, vous le savez. Environ 6200 employés représentés dans 16 pays et avec des domaines d'activité que vous pouvez voir en bas à gauche, que sont les machines de construction, et c'est l'entreprise pour laquelle je travaille, la partie énergie et moteur industriel, Neria, et ça c'est la partie pour laquelle Mathias travaille, une entreprise Arcance autour de la digitalisation de la construction, de logiciels 3D, de BIM, enfin toute la partie digitalisation de nos mondes finalement, de nos métiers. Une grosse représentation dans certains pays de l'Europe sur le machinisme agricole, puisque nous distribuons la marque John Deere, par exemple, en Roumanie, en Croatie et dans d'autres pays. Et puis des solutions de manutention, de location de chariots élévateurs avec la marque Aprolis, présent jusqu'en Chine. Un groupe construit sur des valeurs fortes qu'on va essayer de représenter avec Mathias ce matin, que sont l'entrepreneuriat, le courage, la convivialité, et c'est ce qu'on va essayer de faire là. C'est un webinaire très, très convivial, en répondant à vos questions en direct, et puis fondé autour de la valeur respect, évidemment. Peut-être plus en détail sur les machines de construction particulièrement. Alors, Bergera Monnoyeur, c'est la distribution exclusive et la maintenance des machines Caterpillar en France, en Belgique, en Pologne, en Roumanie et en Algérie, comme vous pouvez voir sur la petite carte de gauche. Nous avons une activité de location de machines court et long terme, on va dire, c'est-à-dire moins d'un an et plus d'un an, donc de la courte durée ou de la longue durée. Un chiffre d'affaires 2020 d'un peu plus d'1 milliard d'euros, 3000 salariés, et surtout sur ces 3000 salariés, il est important de préciser qu'on a 900 techniciens au service de vos machines à travers la France. Et puis on couvre des segments de marché divers, comme vous pouvez voir à droite, les machines de construction, mais aussi le secteur de la démolition, l'exploitation des carrières, évidemment, avec des tombereaux miniers, des chargeuses minières. La partie, ici c'est traduit pavage, mais la partie routière, la gestion des déchets, l'aménagement paysager avec des plus petites machines. Voilà l'ensemble des activités de vente et de maintenance de nos machines Bergera Monnoyeur. Alors, du côté d'Eneria, donc nous, au sein du pôle Caterpillar du groupe Monnoyeur que Florian vous a présenté, nous sommes en charge de tout ce qui va être solution pour la production d'énergie. Historiquement, on distribue essentiellement les produits Caterpillar. Donc, on fait la distribution, l'installation et la maintenance des moteurs et des groupes électrogènes, que ce soit pour la production d'électricité ou la motorisation d'applications telles qu'en marine ou en rail, par exemple. De la même façon que Florian vous a décrit tout à l'heure, on a exactement les mêmes pays où on est représentant officiel que vous voyez sur la carte.
Et au sein de l'ensemble de ces 5 pays, le chiffre d'affaires d'Eneria, c'est grosso modo 300 millions d'euros et on a environ 1000 salariés, dont 400 techniciens. Et à partir de ça, on a essayé aujourd'hui de se développer dans les énergies renouvelables et on développe des produits innovants tels que la vente et la distribution de piles à hydrogène et notamment la pile à hydrogène Toyota que vous voyez là en photo avec le modèle GEH2, mais également des centrales photovoltaïques ou éventuellement même des panneaux solaires thermiques pour faire de l'eau chaude. Donc l'agenda aujourd'hui de notre webinaire, on va faire une petite introduction sur les biodiesels, vous montrer dans un deuxième temps les types de biodiesels existants, quelle est l'utilisation de ces carburants dans les moteurs, et principalement les moteurs Caterpillar, et le plus important, quelles sont nos préconisations d'Eneria et de Bergeron-Monoyer par type d'application. Et enfin, on fera une conclusion de ce webinaire tous ensemble. Alors, en termes d'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on assiste à une forte accélération du développement des biodiesels. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a paru important chez Bergeron-Monoyer et chez Eneria de pouvoir partager avec vous nos connaissances à l'instant T sur le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est des connaissances finies, mais c'est nos connaissances à l'instant T et c'est pour ça qu'on voulait les partager avec vous. Et peut-être qu'éventuellement, dans quelques mois, une année, on pourra reproposer un autre webinaire pour vous donner l'évolution de nos connaissances en fonction des tests et puis des cas qu'on aura suivis avec l'utilisation de ces biocarburants. Il faut savoir que cette accélération, elle est due principalement à 3 facteurs. Bien sûr, la pression des réglementations environnementales qui est de plus en plus exigeante, vous ne l'ignorez pas. Deuxièmement, la volonté de chacun des industriels de réduire leur empreinte environnementale et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les carburants biodiesel, à la différence des carburants fossiles, ils vont également créer des émissions à l'utilisation dans les moteurs, mais ces émissions de carbone sont compensées en partie par la croissance de la plante avec la photosynthèse. Et c'est ça qui fait que l'utilisation des biodiesels a un bilan carbone pas tout à fait neutre, mais presque. Enfin, le troisième facteur d'accélération de l'intérêt croissant pour les biodiesels, c'est bien sûr la modification de la taxation sur le gazole non routier qui est annoncée pour janvier 2023 aujourd'hui et qui crée cette accélération de l'intérêt de chacun pour ces biodiesels. Alors, au niveau des types de biodiesel existants, bon, un biodiesel, c'est un produit issu de matières premières biosourcées, donc essentiellement végétales et donc renouvelables. Pour la filière diesel, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il existe 2 types de biodiesel 100% renouvelables. On va parler des biodiesels type B100, ce sont des EMAG, des esters méthyliques d'acide gras. On vous développera tout à l'heure ce que c'est exactement. Et on va parler d'un deuxième type qui sont les HVO100, donc ce sont des huiles végétales hydrotraitées. Et chacun de ces 2 types de biocarburants, de biodiesel, pardon, sont fabriqués selon 2 procédés bien différents. On va vous expliquer ça juste après. Sachez que pour l'instant, une part de biodiesel, donc type B100, type EMAG, est déjà contenue dans les carburants traditionnels que vous pouvez avoir à la pompe, de 7, généralement 7%, ça peut parfois aller un peu plus loin. Et on appelle à ce moment-là ces carburants B7 quand il y a 7%, B20 s'il y en avait 20%, etc. Juste noter d'un point de vue sémantique que dans le cadre des activités de transport, donc quand on parle de marine, de rail, les biodiesels sont plutôt appelés biocarburants. Dans le cadre des activités de production d'énergie électrique, dans le cas des groupes électrogènes, les biodiesels sont appelés cette fois bioliquides. Donc, sur ces 2 types de biodiesel existants, les procédés de fabrication, donc, comme je vous l'ai dit, sont assez différents. Les EMAG vont être fabriqués, donc on part des triglycérides hein, qui sont nos huiles végétales. Elles vont être transformées à l'aide de méthanol par estérification, donc en EMAG, donc des esters méthyliques d'acide gras et en glycérol.
Ça, c'est la partie EMAG, le B100. Et pour tout ce qui va être HVO100, donc on parle d'hydrotraitement et d'isomérisation. Donc les triglycérides sont là cette fois-ci, grâce à l'hydrogène, transformés en HVO et en propane renouvelable, ainsi que carbone et eau finalement. Alors merci Mathias, du coup je vous propose qu'on aille un peu dans le détail de ces deux typologies. D'abord les esters méthyliques d'acide gras. Vous entendrez peut-être FAME en anglais pour fatty acid méthylester. C'est effectivement la nomination B100 quand ils sont composés à 100% de matière biosourcée. Ils répondent à la norme EN 14214. La matière première, Mathias en a parlé, sont souvent des huiles végétales, par exemple le colza, c'est la photo que j'ai mise ici. Le procédé de fabrication, c'est l'estérification, c'est-à-dire qu'on ajoute du méthanol pour obtenir les émags. Et les fabricants sont la plupart du temps des groupes agricoles. Alors les émissions par rapport à un diesel standard, parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs, je pense, par rapport à un type B7, je parle d'émissions sortie moteur, c'est très important parce que je vous dirai plus tard que la dépollution qu'on met derrière a un impact important, mais en sortie moteur, c'est en monoxyde de carbone moins 50%, en émissions d'oxyde d'azote, donc de NOx, c'est plus 15 à plus 20% environ. Des émissions de poussière, donc de particules fines réduites d'environ 75%. Tout ça, ce sont des chiffres obtenus par essai, hein, donc ce n'est pas des chiffres à prendre dans l'absolu, mais c'est ce qu'on a constaté. Et une consommation à pleine charge de l'ordre de plus 5%. Je dois aussi mentionner que les émissions de CO2, qui ne sont pas écrites sur ce slide, sont à peu près équivalentes à un B7 standard avec du B100. Pourquoi plus de NOx là? Pourquoi le plus 15 à plus 20%? Parce que les émags sont des composés oxygénés et donc, vous savez peut-être pour ceux qui ont fait de la chimie que du coup les oxydes d'azote vont être en plus grand nombre. Évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend quand même des technologies de dépollution qu'on met derrière, type SCR, système d'AdBlue, enfin tout ce qu'on connaît actuellement dans nos moteurs. Donc encore une fois, ça c'est à la sortie du moteur. Et puis, pour le type de biocarburant HVO, qui est mon slide d'après, là, ce sont des huiles végétales hydrotraitées, donc on dit HVO dans les deux cas. La nomination, c'est HVO100 quand ils sont composés à 100% de matière biosourcée, donc ça ne change pas, soit B100, soit HVO100. Ils répondent à la norme EN 15940, donc ce n'est pas tout à fait la même. Et là, les matières premières sont plutôt des huiles végétales, ça peut, donc comme les émags, mais aussi des huiles usagées, par exemple des huiles de friture, des huiles de cuisson, des graisses animales également. Et là, le procédé de fabrication, Mathias l'a bien dit, c'est de l'hydrotraitement avec l'hydrogène et de l'isomérisation. Là, cette fois-ci, la plupart des fabricants sont des groupes pétroliers. Je vous parlerai tout à l'heure du retour qu'on a du pétrolier français sur ces HVO100, quand on parlera de la distribution et puis du prix, par exemple. Les émissions par rapport à un diesel standard de type B7 en monoxyde de carbone sont de l'ordre de moins 10%. En oxyde d'azote, cette fois-ci, c'est un peu moins qu'un B7 standard, hein, comparé à tout à l'heure au B100 qui émettait plus. Là, on est à moins 8%. Émissions de particules fines, on est de l'ordre de moins 10, moins 12%. Et en consommation, on a toujours une légère surconsommation de plus 5% à pleine charge. Et je dois aussi vous dire que le CO2 n'est pas marqué, mais que contrairement à tout à l'heure, là, on a une légère baisse de l'ordre de moins 5% par rapport à un diesel standard de type B7. Voilà pour cette partie descriptive de ces deux carburants. Maintenant, on va passer à quelque chose qui vous intéresse, j'imagine, c'est l'utilisation de ces carburants. Alors, on a bien divisé en deux parties. D'abord, la partie HVO ou HVO100, et puis la partie B100 en bas de l'écran. D'abord, en intro, peut-être vous dire que le recul qu'on a, j'ai envie de dire qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures de fonctionnement de l'ordre de 2000 heures de ce qu'on a vu. Donc notre recul, il est que de 2000 heures. Et on n'a pas relevé d'impact significatif pour la partie haute, donc pour la partie HVO. On n'a pas relevé d'impact significatif sur le fonctionnement, la durée de vie du moteur ou les intervalles de maintenance de nos moteurs. Donc globalement, je dirais aucun impact significatif pour la partie HVO. Pour la partie B100 qui est en bas de l'écran, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, on a une rapide dégradation en cas de stockage prolongé de ce carburant. Je dis prolongé, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, qui ne tient pas bien le stockage. Donc, il se dégrade. Ensuite, il y a un risque possible sur la durée de vie des systèmes de post-traitement sur les échappements. C'est ce que j'ai écrit ici.
En fait, l'explication, c'est que la norme EN 14214, si vous avez retenu, à laquelle répond le B100, elle permet, cette norme EN 14214, la présence de métaux en certaines quantités. Et donc, si les carburants atteignent ces limites, ça peut réduire la durée de vie des systèmes de post-traitement, c'est-à-dire le post-traitement qu'on voit sur les échappements, les filtres à particules, les pots catalytiques, etc. Donc pour le B100, je dois dire que ces risques possibles là, qu'on évoque à la fin doivent peut-être faire l'objet d'inspections moteur ou d'inspections d'impact sur le fonctionnement du moteur et aussi de ces systèmes de post-traitement pour surveiller la durée de vie et peut-être réduire les intervalles de maintenance si besoin. Donc voilà ce qu'on peut dire avant de parler de nos préconisations à côté Eneria et côté Bergeron-Monnoyeur. Alors les préconisations justement. Voilà, on a remis dans l'ordre. D'abord, ça c'est la préconisation motorisation marine, ferroviaire et industrielle. Groupe électrogène de production mobile, donc ce qu'on a dans les groupes électrogènes de location ou de chantier, sur chantier, et puis les moteurs des engins de TP, donc c'est-à-dire l'ensemble des machines de TP que nous commercialisons. Alors là, pour le HVO, on n'a pas de restriction d'utilisation particulière. J'en dirai un mot tout à l'heure, quand on passera à la partie où on en est, où va le futur. Mais je dois vous dire qu'il est bien certifié, par exemple, Stage 5, donc c'est bien la norme Stage 5 des moteurs d'engins de TP, et Caterpillar le certifie. Donc, il n'y a pas de restriction d'utilisation à proprement parler. Pour la partie B100, eh ben, c'est ce que j'ai écrit ici, la certification par le constructeur peut être en risque, et il y a une attention à porter à la partie stockage, on en a déjà parlé. Je vais revenir sur cette certification par le constructeur qui peut être en risque. En fait, les moteurs sont soumis à des réglementations, vous le savez, assez strict en matière d'émissions de polluants atmosphériques. C'est le Stage 5 pour nos moteurs, c'est aussi l'IMO 3, c'est aussi le MNR, enfin l'ensemble des normes à la fois de moteurs industriels et de nos moteurs. Et le respect de ces valeurs limites d'émissions, ça s'appelle les VLE, valeurs limites d'émissions, font l'objet de certification par le constructeur. Et ça porte sur l'ensemble moteur et système de traitement des gaz d'échappement. Et donc, il faut bien comprendre que ces normes, elles sont rédigées en nommant le carburant. C'est-à-dire qu'elles disent on respecte la norme Stage 5, etc., en utilisant un carburant de type gna gna gna. Et c'est ça qui est problématique. Parce que les émissions de NOx, par exemple, seront peut-être plus conformes à ces valeurs limites d'émissions. Vous avez vu tout à l'heure que dans les B100, les émissions d'oxyde d'azote, j'ai dit NOx là par vulgarisation, mais les oxydes d'azote peuvent dépasser un petit peu. Donc, c'est là où je dis l'utilisation est non recommandée parce qu'elle pourrait mettre en risque cette certification par le constructeur. Alors, il y a évidemment des anciens moteurs non certifiés ou des dérogations qu'on peut obtenir auprès du législateur. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser ces carburants B100, peut-être en modifiant le moteur ou son système de post-traitement pour revenir aux valeurs limites d'émission initiales du constructeur. Et dans ce cas, on doit porter une attention particulière quand même sur le stockage, c'est ce que je vous disais, ainsi qu'à la qualité de l'huile qu'on utilise. C'est-à-dire analyser régulièrement l'huile et peut-être raccourcir les intervalles de vidange. Voilà, j'ai été un peu long, Mathias, sur cette partie préco, moteur marine, groupe électrogène et puis engin de TP. Je te laisse la main pour la partie groupe électrogène stationnaire. Merci Florian. Non, c'est très bien. Et je pense que c'est d'ailleurs les slides qui sont importants dans ce webinaire, puisque c'est ceux qui intéressent le plus les personnes qui assistent à ce webinaire. En plus, tu as très bien parlé des business qui me concernent, la marine et le rail, donc je t'en remercie. Là, je vais vous expliquer un peu notre point de vue d'Eneria et de Bergeron-Monnoyeur sur les groupes électrogènes stationnaires de secours. Donc, de la même façon que ce dont Florian a parlé pour la partie groupe de location et autres applications, il n'y a pas de restriction d'utilisation pour l'HVO 100. On n'a pas constaté de dégradation à court terme sur les moteurs et on n'a pas de soucis particuliers liés à cette utilisation. Pour le B100, comme Florian l'a très bien dit, on a constaté une instabilité du carburant en cas de stockage prolongé. Donc, pour une activité secours, telle qu'on en parle là sur ce slide, vous êtes sur un système où le groupe électrogène ne va fonctionner grosso modo en France que 50 heures par an, c'est-à-dire que le carburant, lui, va stagner en permanence dans la cuve, et donc le problème risque c'est qu'il soit figé ou qu'il se soit dégradé au moment où vous aurez besoin du groupe électrogène. C'est pour cette raison que nous ne recommandons pas son utilisation du carburant B100 dans un groupe électrogène de secours.
De plus, on peut considérer que le besoin de décarboner une application secours n'est pas forcément intéressant puisque c'est un groupe qui fonctionne que 50 heures par an. Donc, son niveau de pollution en fonctionnant que 50 heures par an, il est très léger. Donc, l'impact décarbonation avec l'utilisation d'un B100 va être à mettre en face du risque de l'instabilité du carburant. Donc, pour nous, sur du B100 en application secours, on ne vous recommande pas de l'utiliser. On peut passer maintenant au groupe électrogène de production. Là, la donne, elle est un peu différente. Donc, de production, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, donc on va être sur un groupe électrogène qui va tourner presque tout au long de l'année. Alors, c'est vrai qu'en France métropolitaine, on a un réseau d'électricité qui est très, très performant. Donc, c'est très rare d'avoir ce type de groupe. Encore que, on peut avoir ce type de groupe sur des îles qui ne sont pas connectées au réseau. Des îles à la fois sur notre littoral en France, mais ça peut être aussi le cas dans des zones comme les DOM-TOM, où on peut avoir effectivement des sites non connectés à un réseau et où l'électricité est produite à partir de groupes électrogènes diesel. Donc sur le HVO 100, encore une fois, aucune restriction d'utilisation. Je ne vais pas m'étendre dessus, on vous l'a dit 2-3 fois déjà. On n'a pas de souci à l'utilisation dans les moteurs Caterpillar de l'HVO 100. Sur le B100, pas non plus de restriction d'utilisation. La principale que j'avais mis à l'utilisation du B100 sur les groupes de secours, c'était cette instabilité du carburant du fait que le groupe ne tournait pas. Là, sur une application de production, on est sur un carburant qui va tourner en permanence. Enfin, le groupe électrogène va tourner, donc va consommer son carburant. Donc, on n'a pas de restriction liée à cette non-consommation ou à cette stagnation du carburant. Attention toutefois, comme Florian vous l'a dit, il faut faire attention aux conditions de stockage. Donc, on recommande, nous, d'analyser régulièrement le biocarburant, enfin, en tout cas là, maintenant, le bioliquide, et de limiter sa durée de stockage. Donc, de bien faire attention à ça, donc en faisant des analyses régulières pour vérifier qu'il n'est pas en train de se dégrader. Et attention également à la qualité de l'huile. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire des analyses régulières d'huile et puis de raccourcir vos intervalles de vidange, en tout cas dans les premiers temps, pour vérifier l'impact éventuel sur le moteur. Sachez, comme l'a dit Florian tout à l'heure, qu'avec un B100, les NOx vont augmenter par rapport aux NOx d'un moteur standard diesel. Donc, vous allez devoir surdimensionner votre système de post-traitement des échappements pour respecter les valeurs limites d'émission qui sont exigées par la réglementation. En termes de conclusion, donc on arrive à la conclusion de ce webinaire. Juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'études à notre connaissance sur l'utilisation des biodiesels dans nos moteurs Caterpillar. En tout cas, pas au-delà de, comme l'a dit Florian tout à l'heure, environ 2000 heures à ce jour. Par contre, il y a des études en cours, il y a des personnes qui l'utilisent déjà. Donc, notre niveau de connaissance, il augmente au fur et à mesure du temps. Mais comme on l'a dit, les premiers essais qui ont été réalisés n'ont pas montré de dégradation visible après ces quelques milliers d'heures. Mais comme on l'a dit, un plan de surveillance des huiles est nécessaire et on recommande des intervalles de vidange plus rapprochés. Sur les deux types de biocarburants, bien que 100% compatible, comme on l'a dit, le HVO 100, il faut savoir qu'il n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui parce que, d'une part, il y a eu une utilisation historique d'huile à l'intérieur de cet HVO 100 dont la provenance était difficilement traçable. C'était un cas historique. Il y a pu avoir l'utilisation par le passé d'huile de palme issue de forêts primaires. Aujourd'hui, les fabricants, bien entendu, disent que ce n'est plus le cas. Mais pour autant, le mal est fait et donc il n'a pas forcément bonne presse à cause de ce point-là. Et un autre point négatif sur l'HVO 100, c'est un prix de marché qui peut être parfois supérieur au prix du B100. Le B100, justement, 3 désavantages non négligeables. Une dégradation possible en cas de stockage prolongé, comme on vous l'a expliqué. Donc, privilégier plutôt des applications où le moteur est tournant, où il y a beaucoup d'utilisation de carburant. Une présence possible de métaux. Alors, les fabricants aujourd'hui de certains B100
n'ont pas ces métaux à l'intérieur, donc ça c'est pas un problème, on peut les utiliser, sauf que la norme permettrait à ces fabricants d'augmenter ce niveau de métaux. Et donc, si jamais ils le faisaient sans le signaler aux utilisateurs, ça pourrait à terme dégrader les systèmes récents de post-traitement d'échappement. Toutefois, aujourd'hui, les fabricants de B100 n'ont pas ces métaux à l'intérieur de leur carburant. Et enfin, comme on l'a dit, l'utilisation de B100 fait augmenter le niveau des émissions de NOx, ce qui peut rendre caduque la certification initiale établie par le constructeur des moteurs. Donc voilà un peu les différences et puis les points à savoir sur ces deux types de biocarburants. Florian, je crois que tu avais des points à émettre aussi en conclusion. Oui, j'ajouterais, Mathias, que parce qu'ils ont un bilan carbone global, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la source, amélioré de l'ordre de 50 à 60%, parce que tout à l'heure, on n'a parlé que des émissions en sortie moteur, mais ils ont un bilan carbone global amélioré de moitié par rapport à un diesel standard. On peut dire quand même que les biocarburants, c'est un bon levier de baisse d'émissions de CO2 à court terme pour permettre aux utilisateurs de moteurs diesel actuels, finalement, d'atteindre les premiers objectifs d'amélioration carbone et environnementaux qui se sont fixés. Donc ça, c'est un premier pas en avant, je trouve, vers quelque chose. Ensuite, l'utilisation des biocarburants, ça peut permettre, c'est la continuité de ce que je dis, ça peut permettre une baisse de ce bilan carbone en attendant des évolutions futures technologiques des constructeurs de moteurs qui permettraient une propulsion zéro émission. Alors, zéro émission, c'est toujours un peu à débat, mais on pense à l'hydrogène, on pense à l'électricité, etc. Donc, c'est peut-être un premier très bon levier, c'est ça qu'on veut dire. Et enfin, c'est un point important, à la fois Eneria et nous, Bergeron Monnoyeur, évidemment, nous sommes prêts à vous accompagner, c'est-à-dire on est particulièrement intéressés dans l'utilisation de biocarburants dans vos applications, de les suivre avec vous. On a quelqu'un de connecté avec qui on est déjà en partenariat, je le sais, je le salue. Et donc, on peut aller dans toute forme d'essai d'utilisation que vous devriez mettre en place. Je pense que c'est vrai pour Eneria et c'est vrai pour Bergeron Monnoyeur, pour tester cette solution dans vos parcs de moteurs industriels, dans nos parcs de moteurs machines, et accompagner les tests, savoir comment, justement, est-ce que ça dégrade ou pas nos moteurs, suivre les vidanges d'huile dont on a parlé avec Mathias et collaborer, on va dire, aller plus loin dans l'exploration de ces biocarburants. Voilà en dernier lieu. Et puis il me reste, Mathias, à te remercier, à vous remercier tous de vous être connectés. Un merci spécial pour toi, évidemment, pour la co-animation, Mathias. Merci Florian, merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons donc passer maintenant à la séance de questions-réponses. Et pour ça, nous sommes rejoints par Ravi Vinayagam, notre expert pour les questions techniques notamment. Et on va essayer de répondre à tous les trois, Florian, Ravi et moi-même, à l'ensemble de vos questions qui ont été posées sur le chat. Alors, on a un quart d'heure pour ça. Mais ne vous en faites pas, on répondra individuellement à toutes les questions qui ont été posées si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant la session. Bonjour Ravi. Bonjour Mathias, bonjour Florian. Bonjour Ravi. Donc je vais regarder un peu les questions qui sont tombées sur le chat. Donc effectivement, il y avait une question sur des sessions planifiées en anglais. Oui, déjà nous, on pourrait le faire, et il y en a aussi qui peuvent être faites par Caterpillar, mais on pourrait nous décider s'il y avait des demandeurs de faire une session en anglais, pourquoi pas. Comme on l'a dit, il y a une question pour recevoir la présentation, donc elle va vous être envoyée sur demande, il n'y a pas de souci. J'ai vu des questions sur le D95, mais Ravi, tu as déjà répondu. C'est un biocarburant plutôt pour substituer l'essence, alors que notre webinaire est sur la partie diesel. Quelqu'un a posé une question sur les valeurs d'émission en sortie moteur, mais pas en sortie d'échappement. Ravi, tu veux répondre à ça ou... En fait, je peux prendre la main, ce n'est pas le problème. Les valeurs d'émission dont on a parlé, effectivement, sont en sortie moteur. Il suffit de les traiter après avec le post-traitement adapté pour atteindre les niveaux d'émission réglementaires. Voilà, mais pourquoi on n'a pas, on peut compléter Mathias, pourquoi on n'avait pas les données pour les données après les systèmes de post-traitement? Parce que justement, ça dépend de ces systèmes de post-traitement. Donc, on vous a donné des valeurs sorties moteur Caterpillar à la fois chez Eneria et pour nos machines Bergeron Monnoyeur, que sont les valeurs en fait vraiment issues de la combustion des biocarburants qu'on a évoqués ensemble, mais pas après les systèmes de post-traitement. Voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Voilà. Ok. Tout à fait.
Si on mesure les valeurs après un système de post-traitement, on n'aurait pas pu définir quel était l'impact du carburant réellement et quel était l'impact du post-traitement. Donc, l'intérêt, c'était de vous parler de ce qu'il y avait en sortie moteur, mais bien sûr que dans le cadre de vos applications, il suffira d'avoir le bon post-traitement pour respecter les valeurs d'émission. Après, il y avait une question sur quel est le positionnement tarif entre HVO et B100. Florian, tu te charges de répondre à cette question? Ouais, alors oui, HVO et B100, la question est difficile. Ce qu'on a eu cette semaine, c'est une confirmation. Je vous disais tout à l'heure, on a eu le groupe pétrolier français qui propose du HVO 100. Moi, ce que la personne m'a répondu, c'est d'abord, il existerait un HVO 100 non routier finalement, c'est-à-dire avec une détaxe, et ça je ne savais pas, de type gazole non routier, donc GNR. Déjà, première info, parce que je pensais qu'il n'y avait qu'un seul type de HVO, et donc il existerait ce HVO un peu off-road, tout comme on a le gazole non routier. Et pour la question de prix, il y aurait en gros un surcoût de 10 à 15% environ par rapport à un gazole non routier. Donc ça, c'est l'écart à relever. Après, par rapport au B100, je parle sous contrôle de vous deux messieurs, je pense que le B100 est un peu entre les deux. C'est-à-dire, il me semble que le HVO reste un peu plus cher que le B100. Donc, si on prend en compte ce qu'a dit Total Energy, pour ne pas les citer, et qu'on dit entre un GNR et un HVO 100 off-road, il y aurait 10-15% de plus, bah, ça veut peut-être dire qu'un B100 est situé au milieu, donc c'est-à-dire entre 8, 10, 12% d'écart par rapport à un GNR. Je parle sous contrôle de Ravi, qui en sait peut-être plus, ou toi, Mathias, mais c'est les infos que j'ai, moi, à date. Alors, pour le prix du B100, il se rapproche au prix du B7, en fait, ce qu'on trouve à la pompe. Et il existe certaines professions qui peuvent récupérer la TICPE, donc voilà, au niveau des taxes. Alors, je continue sur les questions. Il y avait une question, qu'en est-il des qualités de B100 supérieures à moins d'1 ppm de métaux? Donc, j'imagine que la question est plutôt de dire quid des B100 qui auraient une quantité de métaux, on va dire, assez importante. J'imagine que la question est tournée dans ce sens-là. Et ça reprend un peu ce qu'on a dit dans notre présentation. Effectivement, la norme EN 14214 permet une certaine quantité de métaux à l'intérieur du B100. Et si vous montez trop dans ces présences de métaux, vous pouvez dégrader les systèmes de post-traitement d'échappement récents. Après, on répondra peut-être à part du chat sur à partir de quand nous on recommande de se méfier, mais on a fait aujourd'hui, il y a des fabricants qui annoncent déjà des niveaux de métaux très très faibles, donc qui ne dégraderont pas les systèmes de post-traitement. C'est ça. Je pense que la question était peut-être tournée comme ça, c'est-à-dire, existe-t-il des B100 qui garantissent finalement ce moins de 1 ppm ou ce moins de 10 ppm de métaux? J'imagine que les groupes industriels qui travaillent dessus travaillent sur la qualité de ces B100. Bien sûr, il existe plusieurs qualités au niveau des B100. Ces métaux alcalins, ils proviennent du grain, pour ne pas citer le colza, on peut trouver des métaux alcalins, on peut trouver du phosphore, des soufres, et suivant comment qu'on va travailler ce procédé d'estérification, on va déterminer une qualité dans les B100. Donc oui, pour répondre à la question, il existe bien des B100 à moins d'1 ppm de métaux et certains plus, et il faut être assez vigilant là-dessus, en fait. Ok, j'ai une question sur on parle de B100 GIGE à moins 5 degrés et qu'il cause un surentretien, catalyseur, filtre à particules. Ravi, Alors B100 GIGE, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être FIGE. FIGE, peut-être, d'accord, très bien. Peut-être. Aujourd'hui, dans les B100, on va chercher le colza parce que dans la molécule on va chercher la fameuse les émags, qui a une propriété de tenir jusqu'à moins 10 degrés. On peut faire aussi du B100 à partir du tournesol ou d'autres espèces, mais on va privilégier le colza parce qu'il arrive à tenir les moins 10 degrés. Voilà, donc
Ensuite, par rapport à l'effet indésirable sur les catalyseurs aux filtres à particules, je crois que vous l'avez précédemment évoqué. Effectivement, dans ces acides gras, on a cette part de glycérides, triglycérides qui, au fil de temps, peuvent se dégrader et affecter, se déposer sur les alvéoles des éléments catalytiques. Oui. Il faut préciser que les alvéoles des éléments catalytiques sont vraiment très petits et que parfois les molécules dont tu parles finalement se mettent ensemble et donc vont les colmater, enfin vont les boucher, quoi. C'est ça le problème en fait. Le problème, au cœur du problème, c'est ça. Et une autre question, nous avons entendu parler d'une agressivité plus importante de ces carburants. Qu'en est-il réellement? Alors c'est un peu ce qu'on a dit dans la présentation. On n'a malheureusement pas un retour d'expérience qui va au-delà de environ 2000 heures aujourd'hui, mais on suit ça de très près. Et donc, nos connaissances vont augmenter au fur et à mesure du temps et on partagera ça facilement avec vous et de façon très ouverte. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, jusqu'à 2000 heures, on a ouvert des moteurs, on a regardé, on n'a constaté aucune dégradation des moteurs, donc aucune agressivité des carburants. Attention, toutefois, c'est pour ça qu'on vous recommande, dans les premiers temps d'utilisation, de raccourcir vos intervalles de vidange et de bien faire des analyses d'huile pour bien contrôler la dégradation éventuelle des moteurs. Mais juste, si ça peut vous rassurer, sachez que nous, à l'instant T, on n'a pas fait ce constat-là. Peut-être un mot pour parler de la FICIM et du CEMAT, Ravi, et dire à nos auditeurs que l'ensemble des groupes de travail, on va dire, FICIM, CEMAT, Cimotherm, pour ceux qui connaissent ces regroupements, ont une commission prospective énergie alternative et ont créé un guide d'information sur les biocarburants qui a été publié il y a peu, donc c'est leur service technique. Si vous voulez le trouver, je pense qu'on va le trouver bientôt. C'est la circulaire C803-21. C803-21, on ne l'a pas écrit parce que c'est sorti vraiment il y a très peu de temps, je dirais une dizaine de jours. Et donc, ça peut être intéressant aussi d'aller lire ce genre de rapport. C'était plutôt une diffusion aux adhérents de la FICIM, hein. Mais néanmoins, ça parle de réglementation nationale, ça parle des impacts techniques qu'on a un peu évoqués ce matin avec vous. Donc voilà, c'est un bon complément, je pense, à cette introduction, parce qu'on n'a pas, on n'est pas allé dans tous les détails techniques dans lesquels va ce guide, quoi. Voilà. Et Ravi a participé à l'écriture, je crois, non? J'ai participé aux commissions et il est question aussi d'un document grand public qui sera mis à disposition par la FICIM, de ce que j'ai compris, oui. D'accord. Donc, question suivante. Pour les groupes électrogènes utilisés en secours, quel carburant utiliser? Évolution de la réglementation ou pas pour les groupes électrogènes en fonctionnement en mode secours, quelques heures par an. Alors, c'est un peu ce qu'on a décrit dans le webinaire. Pour les groupes électrogènes de secours, vous pouvez utiliser de l'HVO100. Nous, on ne recommande pas l'utilisation du B100 pour les raisons qui ont été évoquées du fait que le carburant va se dégrader dans le stockage, puisque c'est un groupe de secours par essence, ça ne tourne pas. Donc, le carburant stagne quasiment toute l'année. Donc, vous augmentez vos risques et l'intérêt de décarboner un groupe de secours qui ne tourne pas, il est relativement réduit. Donc, voilà, si vous voulez utiliser un biocarburant dans un groupe de secours, prenez de l'HVO100. Là, vous n'avez pas de problème non plus de différence de prix puisque de toute façon, vous ne consommez pas, vous ne tournez pas. Voilà, ce serait plutôt ça notre recommandation. Ne prenez pas de risque. L'intérêt, c'est que votre groupe démarre quand vous avez besoin qu'il démarre, quoi. Autre question, qu'en est-il de l'intérêt sécurité du B100 non ATEX et non ICPE? Par avance, merci. Donc, dans les zones ATEX anti-explosion et dans des zones pour des installations classées pour la protection de l'environnement. J'ai pas de notion là-dessus. Ravi, tu as des idées? On peut creuser, hein, si on n'a pas l'info, on peut creuser et répondre plus tard. Et répondre plus tard, oui, tu as raison. La question, c'était quoi, Mathias? C'était de dire, est-ce que le B100 en zone ATEX est autorisé, c'est ça? Qu'en est-il de l'intérêt sécurité du B100? Non ATEX et non ICPE. Alors, est-ce que la question sous-entendait que le B100 était moins inflammable qu'un... Je ne sais pas. D'accord. À creuser. Honnêtement, c'est une question qu'on ne s'est pas posée aujourd'hui. Mais voilà, c'est une question très intéressante et on va creuser le sujet. On va la prendre, ouais. On va la creuser.
J'ai une autre question. Problème du stockage du B7 en cuve pour les GE secours, vidange des cuves tous les combien d'années? Alors, je suppose que la question était plutôt sur le B100. Non, mais oui, ça peut être peut-être le B7 classique, hein. Donc, je vais prendre la parole. Mathias, tu avais répondu que pour des groupes électrogènes, l'intérêt pour utiliser le B100, déjà, tu avais répondu que pour décarboner, en matière de décarbonation, utiliser un B100 pour des groupes électrogènes, l'intérêt était limité dans la mesure où ces groupes fonctionneraient très peu de temps dans l'année. De secours, hein. Oui, les groupes de secours, bien sûr. C'est vrai. Ensuite, si pour autant ils souhaitent absolument basculer sur un carburant complètement renouvelable, tu préconises l'HVO effectivement, mais par défaut, le B7 reste le carburant standard qu'en fait, hein, qu'on trouve à la pompe, voilà. Ensuite, comme n'importe quel carburant, les carburants, que ça soit n'importe quel diesel en fait, hein, ils ont aussi une durée de vie. À l'origine, on parlait de 2-3 ans. Le B7, c'est à peu près la même chose. Enfin voilà, on va pas garder ad vitam aeternam un carburant qui finira par s'oxyder, ça c'est clair. Donc, pour répondre à la question, nous préconisons de vidanger les cuves tous les 2-3 ans, quoi. Oui, à peu près, oui. Donc, D'accord. et nous proposons aussi de faire des analyses pour déterminer la qualité de pollution des bactéries, l'oxydation du carburant pour savoir à quel moment il faut le changer. Donc, des analyses régulières sont souvent nécessaires pour ceux qui ont l'habitude de stocker le carburant, surtout quand il s'agit de gros volumes. D'accord, OK. Question suivante. Que devient la garantie constructeur en cas de l'utilisation de biocarburants? Alors, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de restriction à l'utilisation de l'HVO 100. Donc, la garantie Caterpillar, elle est maintenue pour l'utilisation d'un HVO 100, que ce soit dans les équipements de nos camarades de Bergerac-Monoyer ou des équipements d'Eneria. Donc, il n'y a pas de souci de garantie constructeur à l'utilisation de l'HVO 100. Pour le B100, c'est une autre histoire. La plupart des constructeurs, alors ce n'est pas seulement Caterpillar, mais la plupart des constructeurs ne peuvent pas mener des essais sur chaque type de B100 qui peut exister. Autre question, donc quelle est la différence de prix entre du biodiesel et du carburant classique? Donc ça, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Je vais passer dessus. On peut le redire hein, si la personne n'était pas là, mais on a dit B100 quasi équivalent au gazole standard B7 et HVO un surcoût de l'ordre de 10 à 15%. OK. Autre question, les systèmes SCR ne sont-ils pas capables de rendre le B100 iso-NOx? Alors, je vais essayer de répondre, Mathias. Donc, nous, ce qu'on a essayé de déterminer avant tout en utilisant un biocarburant, c'est de déterminer le différentiel des oxydes d'azote au niveau des échappements. Et ensuite, avec un SCR, on peut réduire, on peut ramener jusqu'à 0 les oxydes d'azote, qu'en fait, on peut le réduire. Donc, avec un SCR, on peut complètement neutraliser, ramener à 0 les oxydes d'azote, quelle que soit l'élévation. OK, merci Ravi. Utilisation du GNR sur les groupes de secours qui ne tournent que quelques heures par an, votre avis? Vidange des cuves tous les combien d'années? Donc, Ravi, enfin, C'est là, toujours c'est pas sur les biocarburants, c'est même, sur le GNR, mais ouais, mais sur les GNR, de toute façon, comme tu l'as dit précédemment, ce qu'on va recommander d'une manière générale tous les 2-3 ans, mais on va conseiller vivement de pratiquer, de faire des analyses de carburant pour voir la pollution de ce carburant, les bactéries, l'oxydation, savoir si, voilà, au-delà de 2 ans, si on peut prolonger ou pas, en fait, voilà. d'accord. On a Mathias, j'ai l'impression, un flux de questions important, mais on a un petit peu dépassé le timing de l'ordre de 2 minutes. Donc, j'ai plein de signaux de on arrête bientôt. Bah, écoutez, quand tu veux, Mathias, si tu as encore un gros flux, on peut en reprendre peut-être encore une ou deux.
et puis se dire qu'après, on traitera les réponses pour pas trop dépasser les 45 minutes qu'on s'était fixées? Comme vous, Oui, comme oui, vous par voulez, en exemple, on peut rester sur la dernière question qui fait un peu une transition et qu'il va falloir qu'on développe par ailleurs, mais qui sera l'objet d'un autre, peut-être d'un autre webinaire une autre fois. fait. C'est Carrément, quelqu'un a carrément. posé une question qui dit existe-t-il des moteurs ou des groupes électrogènes à hydrogène? Donc là, Ah oui, effectivement, on part là dans une autre sphère. Comme on l'a dit tout à l'heure, les biocarburants émettent des polluants à l'utilisation, mais c'est compensé en partie par la croissance de la plante, donc un bilan carbone presque neutre. Là, quand on parle d'hydrogène, alors si on regarde pas trop, enfin ça dépend un peu si on parle d'hydrogène vert et d'hydrogène gris, mais imaginons de l'hydrogène vert, là vous avez zéro émission à la sortie moteur, vous faites quasiment que de l'eau. Alors il existe plusieurs types de façon de produire de l'électricité avec de l'hydrogène. On peut être dans des piles à combustible. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans la présentation. Eneria commercialise, distribue une pile à combustible de nos partenaires EODev à base de la pile à combustible Toyota. Et la plupart des fabricants de moteurs aujourd'hui se penchent sur l'utilisation d'hydrogène directement dans les moteurs. Certains essayent sur des moteurs diesel, d'autres sur des moteurs à gaz. C'est pas encore quelque chose de très développé. Ça viendra peut-être un jour. alors moi je vais On va compléter dire avec que la partie peut-être machine et retour sur le moteur électrique en utilisation classique, c'est-à-dire faire finalement une pile à combustible et puis derrière un moteur électrique. Sur les machines Caterpillar que nous distribuons, ça n'existe pas encore. En revanche, donc on n'est pas aussi avancé que vous peut-être, Mathias, mais on a quand même des projets de se dire finalement, si on prend une chargeuse ou voilà, par exemple une chargeuse et qu'on lui retire complètement son moteur thermique, est-on capable de remplacer ça par un moteur électrique qui lui-même est alimenté par une pile à combustible et donc derrière par de l'hydrogène? Donc on en est au tout début, aux prémices de ces discussions avec j'allais dire quelques clients, mais en fait plutôt un client actuellement. C'est des grosses transformations très lourdes, et donc il faut bien peser le poids de la transformation, j'allais dire financière et technique, par rapport à ce que ça rapporte, et c'est tout l'objet des discussions qu'on a avec ce client qui, je crois, est aussi connecté d'ailleurs. oui, merci Florian pour la précision. Alors on n'est pas beaucoup plus avancé que vous sur les groupes, enfin les moteurs et les groupes électrogènes, mais je trouvais la question intéressante pour clôturer le webinaire parce qu'en fait, Ouais. effectivement, le gouvernement a mis en place son plan hydrogène avec les 7 milliards mis sur la table pour le développement de cette filière. Dans le cadre d'une décarbonation de vos activités, enfin je parle des activités des participants, il faut peut-être voir le biocarburant, le biodiesel comme une solution à court terme. Vous n'avez pas beaucoup de changements de vos équipements. Vous pouvez utiliser quasiment vos équipements actuels. Et l'hydrogène viendra peut-être dans un second temps. Alors on s'y penche tous, on regarde tous. Les technologies ne sont pas aussi avancées. Mais voilà, ça permet peut-être de faire une transition, une décarbonation progressive en attendant effectivement peut-être un jour l'utilisation de l'hydrogène. Voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus parce qu'on a déjà dépassé. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir participé, merci d'avoir posé vos questions qui étaient toutes très bien documentées, enfin voilà, on est exactement dans l'esprit de ce qu'on voulait faire de ce webinaire, c'est-à-dire un partage des connaissances à l'instant T, de ce que nous on connaît. On est très ouvert, on est prêt à partager avec vous enfin, les connaissances qu'on en a, d'ailleurs que vous nous apportez dans vos utilisations et que nous on a par rapport à d'autres utilisations. Voilà, c'était l'intérêt de ce webinaire, de partager avec vous. Merci à vous en tout cas.